Bon, bonjour à tous, on va commencer à l'heure, mais donc je vais aller doucement au départ, parce que ça bouchonne un peu à l'entrée. Et du coup, je vais en profiter pour terminer calmement les exemples, le panorama d'exemples que j'avais commencé la dernière fois, donc des exemples de notions de convergence géométrique et spectrale. Et la dernière fois, on était en train de parler, c'était peut-être le numéro 4, oui, suite d'espaces métriques. Donc suite d'espaces métriques mesurés satisfaisant la condition alors j'avais pas explicité ces conditions, mais j'avais juste, comme ça ne sera pas le sujet principal du cours, j'avais juste dit que les conditions, donc courbure, dimension K et N, c'était une notion au niveau des espaces métriques qui a été introduite par Sturm, Lott et Villani. Donc c'est une notion synthétique d'avoir courbure de Ricci minorée par K et dimension plus petite que N. Donc il y a une notion appropriée pour des espaces métriques mesurés d'avoir une courbure de Ricci plus grande que K et une dimension plus petite que N. Ça, c'est... Et puis le R, c'est quelque chose qui a été rajouté par Gilli, Mondino, Savare. Et je pense que Nicolas Gilli nous racontera ça au colloque de fin janvier en plus en détail. Qui est en gros quelque chose qui... Enfin, c'est une condition qui en particulier implique qu'il existe un Laplacien. Et cette notion, en fait, cette condition, elle est stable. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle est stable par passage à la limite pour la convergence de Gromov-Hausdorff. Donc, en particulier, si on a une suite de variétés de courbure de Ricci plus grande que K, dimension plus grande que N, et qui convergent, l'espace limite, c'est plus forcément une variété, mais la condition va rester à la limite et il restera un Laplacien à la limite. Et le théorème que j'avais énoncé, alors on peut dire qu'il est présent déjà en partie dans les articles de Tschiger et Kolding, mais sous cette forme-là, c'est Gilli, Mondino, Savare. Donc, tu as dit que si on a une suite, alors je ne sais plus quelle notation j'avais utilisée la dernière fois. Donc on a une suite d'espaces métriques avec un point base. Et puis une mesure, et on suppose qu'ils satisfont cette condition, la RCD-KN. Donc par exemple une suite de variétés de courbure de Ricci minorée. On suppose qu'ils convergent pour la convergence de Gromov-Hausdorff pointée mesurée. Donc j'avais donné la définition la dernière fois. Alors, les énergies de Dirichlet convergent en un certain sens. Alors, dans ce cadre-là, les énergies de Dirichlet s'appellent énergie de Tschiger.
Donc l'énergie l'énergie de Dirichlet, c'est l'intégrale, c'est l'énergie justement qui sert à définir le Laplacien, c'est l'intégrale de df au carré dmn. Et la convergence, c'est une... Ça s'appelle la convergence au sens de Moscow, ce qui veut dire... Enfin, je vais réécrire les conditions. Ça veut dire la gamma convergence au sens faible et au sens fort. Je suis en train de continuer. Il y a encore la queue là à l'entrée ? Oui. Non, juste pour ça, je reprends calmement les exemples, les exemples qui me restaient à faire la dernière fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est-à-dire si on a une suite de fonctions dans L2 de la mesure Mn qui convergent faiblement vers f infini, alors la limite inf des énergies des Fn est plus grande que l'énergie de f infini. Et si je me donne une fonction dans L2 une fonction limite dans L2 de m infini, il existe une suite de fonctions Fn qui convergent maintenant fortement. Donc là, c'est fort au sens de la norme. Donc là, c'est faible. J'écris la flèche comme ça. Qui convergent fortement vers F et telle que l'énergie de Fn converge vers l'énergie de F de F. Alors, c'est une convergence des formes quadratiques. Donc, en fait, c'est ce qui s'appelle la convergence au sens de Moscow, c'est quand on a la gamma convergence à la fois pour la topologie faible et pour la topologie forte. Et ça, en fait, un argument qu'on trouve dans Gilli, Mondino et Savare, c'est que maintenant, si par exemple là, ici, je n'ai pas supposé que les Xn étaient compacts, mais maintenant, si les Xn sont compacts, en fait, le spectre du Laplacien va être du spectre discret, comme on a l'habitude. Donc, si à la fois Xn et X infini sont compacts, oui. Donc, il y a le spectre est discret. Alors, on a une convergence des valeurs propres. Donc, le spectre du Laplacien, c'est une suite de valeurs propres. Et ça, c'est vrai aussi à la limite. Donc, on a convergence. Le fait d'avoir les convergences des énergies de Dirichlet, en ce sens-là, on a à la fois convergence des valeurs propres, donc la k-ième valeur propre de Xn converge vers la k-ième valeur propre de X infini, mais on a aussi convergence des fonctions propres, convergence des projecteurs spectraux, en un sens que je ne vais peut-être pas écrire en détail.
Si vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait certains exemples où tous les opérateurs vivaient sur le même espace et d'autres exemples où ils vivaient sur des espaces différents. Donc ici, je veux juste préciser ça un petit peu parce qu'a priori, chacun des Laplaciens vit sur un espace différent. Mais en fait, quand on définit une des définitions de la convergence au sens de Gromov-Hausdorff, c'est en plongeant tout. J'avais réécrit ça la dernière fois. En fait, tous ces espaces, on peut les voir comme étant plongés dans un grand espace métrique, donc un plongement isométrique. Toujours pour... J'avais dit hein, la convergence au sens de Gromov-Hausdorff, la définition un peu minimaliste qui est donnée par Gilli, Mondino et Savare, c'est de dire que c'est de demander ensuite que les images des mesures Mn convergent faiblement vers M infini. Et ici, en fait, il faut se demander ce que ça veut dire que Fn converge faiblement vers F infini dans L2, puisqu'ils ne vivent pas sur les mêmes espaces. Donc, puisque tout vit sur des espaces différents, cette convergence faible, il faut la voir, elle a un sens une fois qu'on travaille, qu'on a tout plongé dans un grand espace. Donc ça signifie que l'intégrale de phi comment je vais l'écrire? En fait, on teste, c'est la convergence faible dans l'espace limite, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on teste, en fait, on plonge tout dans l'espace limite et on demande qu'il y ait convergence contre toute fonction test continue bornée. Donc maintenant, phi, elle est définie sur le grand espace. Ça, c'est la convergence faible. Et puis la convergence forte, on va demander en plus, alors on ne peut pas vraiment l'exprimer avec des normes. Donc la convergence forte, pour définir la convergence forte, en fait, on demande d'une part qu'il y ait la convergence faible et en plus que les normes convergent. D'accord, c'est ça quand on a dans cette définition-là pour des convergences d'espace métrique, une fois qu'on a exprimé la convergence en ayant tout plongé dans un espace plus grand, en fait la convergence faible, c'est la convergence faible usuelle, on peut dire, et la convergence forte, on rajoute la convergence des normes. Bon, ça c'était juste pour compléter la définition de la dernière fois en attendant que tout le monde ait le temps de s'installer. C'est pas forcément très grave si on n'a pas eu le temps de noter.
L'exemple suivant que j'avais en tête, je vais le donner un petit peu rapidement, mais c'est un exemple important, c'est les situations d'homogénéisation. Donc ça, c'est au départ, les travaux fondateurs, c'est Bensoussan, Lyons, Papanicolaou, et puis Kesavan pour la convergence spectrale. Donc ça, c'est fin des années 70, début des années 80. Ça, c'est le début de la théorie. Je vais juste vraiment dire ce que c'est. Donc on est dans un ouvert... On va dire on est dans un ouvert borné. Et puis on regarde des opérateurs elliptiques à coefficient rapidement oscillant. Donc la coefficient périodique, mais avec une période qui tend vers l'infini, vers 0. Alors, je vais essayer. Et puis, donc, les AIJ de epsilon, AIJ epsilon de x, c'est AIJ de x sur epsilon. Et puis, de la même manière, A0 epsilon de x, c'est A0 de x sur epsilon. Et les AIJ et A0 sont ZD périodiques. Donc là, maintenant, on va faire epsilon qui tend vers 0. Donc on se retrouve avec des coefficients rapidement oscillants. Et puis on met des conditions d'ellipticité. Hein. On suppose que le symbole est positif. Enfin, il faut pouvoir contrôler. On va supposer que, par exemple, que le A0 est positif, et puis que la forme quadratique, hein, que le symbole de l'opérateur, il est uniformément minoré par le... Voilà, il est uniformément elliptique de cette manière-là pour pas. Et puis on va regarder, on va regarder avec les conditions de Dirichlet, par exemple. Et le théorème de départ, qui a été démontré à cette époque, c'est qu'il y a convergence au sens de la résolvante. Enfin, je l'exprime comme ça, c'est pas écrit comme ça dans les articles de départ, mais donc il y a un opérateur limite. En particulier, hein, si vous vous souvenez, la convergence au sens de la résolvante, ça implique la convergence du spectre et aussi la convergence des projecteurs spectraux. Et ce qui est assez amusant, c'est que le L0, il est à coefficient constant. Donc il y a des coefficients limites.
Mais ce qui est assez amusant, c'est que la limite, en fait, c'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre naïvement. Donc en particulier, naïvement, on s'attendrait à ce que... On se dit qu'il va y avoir des phénomènes de moyennisation, et on se dit... donc les AIJ, comme ils sont ZD périodiques, on peut les... AIJ, je peux toujours le décomposer en série de Fourier. Le AIJ, je peux le décomposer en série de Fourier. Et le C0, c'est la moyenne on s'attendrait a priori naïvement à ce que les coefficients qui sortent, ce soient juste les coefficients moyens. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Je vais énoncer le résultat. Alors, le B là, qui sort, c'est bien la moyenne de A0. Mais par contre, le QIJ, ce n'est pas la moyenne de AIJ. Et je vais peut-être juste écrire la formule en dimension 1. Et sinon, je réfère au premier chapitre du livre de Bensoussan-Lyons Papanicolaou pour la dimension plus grande. Il y a une formule un peu plus compliquée. En dimension 1, on est en train de regarder l'opérateur qui à F associe AF' à epsilon. Donc lui, on va le faire en exercice. Pas tout à fait... Enfin, quand on l'écrit comme il faut, ça se passe bien, mais il faut faire un petit peu attention, en fait. Il converge, cet opérateur, au sens de la résolvante. Vers l'opérateur L0 qui à F associe, donc il y a du coup la limite c'est une constante et la constante qui sort c'est la moyenne, alors c'est 1 sur la moyenne de 1 sur A. Donc ce n'est pas la moyenne de A. Naïvement, la limite naïve, c'est la moyenne de A, mais en fait, c'est 1 sur la moyenne de 1 sur A. Et ça, pour le montrer, l'exercice entre guillemets, ça consiste à dire que si je résous cette équation différentielle-là, donc la convergence au sens de la résolvante, ça veut dire que si je regarde la solution de A epsilon F' égale G, si F converge faiblement, donc la solution F epsilon avec condition de Dirichlet par exemple, si F epsilon converge dans L2 vers F, alors F est solution de c'est ça que veut dire la convergence au sens de la résolvante, c'est que si je résous, ça c'est vrai pour tout G.
si je résous L epsilon égale G et que je regarde l'équation limite vérifiée par F epsilon, bah, l'équation limite, c'est celle-ci. Et puis voilà, ça c'est en dimension 1, ça peut se faire comme exercice en dimension plus grande. Il y a une formule aussi pour la limite qui est un petit peu plus difficile. Enfin, il faut une formule qui généralise celle-ci, que je ne vais pas écrire. Et puis le dernier exemple dont je veux parler, qui commence à se rapprocher un petit peu plus du reste de la suite du cours et qui va ensuite déboucher, me permettre de déboucher assez naturellement sur la notion de convergence au sens de Benjamin Ishram, c'est les torts discrets. Donc, c'est je vais le faire en dimension 2, mais donc là c'est le tort discret de dimension 2, mais on peut le faire en dimension quelconque, évidemment. Juste au tableau, je vais écrire en dimension 2 pour simplifier. Donc si on veut, c'est une grille, hein, n croix n. Et puis là, par exemple, j'ai mis des conditions périodiques, mais on pourrait mettre aussi n'importe quelle condition au bord. On pourrait regarder un carré avec conditions au bord, et je vais regarder le Laplacien discret. Donc, ça va être un opérateur borné agissant sur les donc je vais appeler ce graphe Gn. Donc, il va agir sur les fonctions définies sur les sommets. Donc, j'ai des sommets reliés par des arêtes. Là, les sommets, c'est les entiers. Et puis deux sommets sont voisins s'ils sont reliés par un segment horizontal ou vertical de taille 1. Si j'ai une fonction définie sur les sommets, alors il faut que je vérifie la normalisation. Je crois que évaluée à en un sommet x, je vais définir le Laplacien comme étant la somme sur les sommets voisins de x de f de y moins f de x. Et là, en fait, dans cet exemple-là, c'est un exemple c'est un cas particulier de ce qui s'appelle un graphe régulier. Hein. Tous les sommets ont le même nombre de voisins, ici 4. Donc là, dans cet exemple particulier, le Laplacien, c'est la même chose que l'opérateur d'adjacence, ou la matrice d'adjacence. Moins 4 fois l'identité.
Alors évidemment, là, tout est connu hein, sur la diagonalisation du Laplacien, les fonctions propres. C'est la base de Fourier discrète. Alors, donc ici, x c'est x1, x2. Et k c'est k1, k2. Donc lui-même, il appartient à, si j'ai bien normalisé les choses, je vais plutôt l'écrire. Oui, je voulais plutôt, oui, voilà, je pense que c'est comme ça. Si j'ai mis le 2π comme il faut, le vecteur d'onde, là, je peux le prendre dans z sur nz carré. Et donc, lui, son Laplacien, la valeur propre, si on calcule, hein, c'est alors, si K1 et K2 sont... Alors, il y a une question de choix de normalisation, parce qu'on peut avoir envie soit de considérer que cette grille, le côté fait n, et donc quand n tend vers l'infini, la taille de la grille tend vers l'infini, ou soit on peut avoir envie de considérer que cette grille, c'est une... En fait, on peut avoir envie de considérer que le pas vaut 1 sur n et que cette grille, elle approche le torque continu. Donc il y a une première limite. Ce qui est de considérer en fait n carré Laplacien. Donc multiplier le Laplacien par n carré, ça revient en quelque sorte à diviser les longueurs par n. Et ça veut dire que j'ai envie d'imaginer que cette grille, en fait, c'est une grille. Donc, si je divise les longueurs par n, c'est une grille de taille 1 avec un pas 1 sur n. Et si je regarde les valeurs propres de n carré Laplacien, à 4n carré fois et là, je vois que à K1 et K2 fixés, ça converge. Donc si K1 et K2 sont fixés, les valeurs propres, elles convergent vers 4π carré, K1 carré. Et ça, c'est les valeurs propres du Laplacien continu sur le torque continu. Donc ça, bon, c'est le calcul à la main qui le montre. Et en fait, si on veut, on peut exprimer ça comme... en fait, il y a une convergence au sens de la résolvante généralisée.
Donc si je prends Z, un nombre complexe, par exemple non réel, et que je regarde la résolvante du Laplacien discret, et qu'on veut la comparer à la résolvante du Laplacien continu, alors ils vivent sur des espaces différents. On avait vu la dernière fois une notion de convergence au sens de la résolvante généralisée, c'est-à-dire il faut... alors c'est... Donc il faut tout plonger dans un espace plus grand. Et après, on a une convergence en norme d'opérateurs. Et ici, alors c'est vrai que la dernière fois, quand j'avais donné l'exemple du rectangle qui devient de plus en plus fin, effectivement, j'avais mal écrit les injections I qu'il fallait utiliser. J'avais mal écrit aussi. Si certaines personnes sont intéressées, je peux leur donner le vrai énoncé en fin d'heure, par exemple, pour l'exemple de la dernière fois. Et ici, je pense que ce qui marche... Donc, donc en fait, le Laplacien discret, il agit sur petit L2 de Vn. Et le Laplacien continu, il agit sur L2 du tor. Et comme injection isométrique, donc lui, il est de dimension, c'est un espace de dimension finie, lui, c'est un espace de dimension infinie. Je vais prendre, je pense que ce qui marche, c'est si j'ai une fonction f, donc qui est définie, c'est une fonction f définie uniquement sur les sommets de la grille, je vais prendre une fonction constante par morceau. Donc constante sur des carrés, qui vaut f, alors que je me trompe. Qui vaut f de I sur n, J sur n sur le carré I sur n, I plus 1 sur n J sur n, J plus 1 sur n. Oups. Donc au départ, j'ai des fonctions qui vivent que sur les sommets du carré et que sur les sommets de ce graphe discret, et je vais les voir comme des fonctions sur le tor constantes sur chaque carré. Et puis I infini, on peut prendre l'identité ici. Donc ça, c'est une première manière de voir le Laplacien sur le tor discret comme ayant une limite. Ici, j'ai envie de dire que, enfin, il faut le remultiplier par n carré, mais il va converger en un certain sens vers le Laplacien sur le tor continu. Mais il y a une deuxième manière de voir la limite, et ça va nous faire déboucher naturellement sur la notion de convergence au sens de Benjamin-Ishram. Donc dans la deuxième limite, je ne renormalise pas le Laplacien, donc en quelque sorte, je ne renormalise pas les distances sur mes tors discrets, donc j'ai des tors discrets qui deviennent de plus en plus grands.
Et on a convergence. On a une certaine forme de convergence des mesures spectrales empiriques. Bon. Donc si je regarde, alors là dans mon exemple, là, le nombre de sommets c'est n carré. Donc quand je divise par n carré, c'est en fait j'ai en tête que je divise par le nombre de sommets. Je regarde 1 sur n carré fois le nombre de valeurs propres. Donc maintenant mon spectre c'est cette. J'ai oublié ici, le Laplacien appliqué à EK, c'est voilà. Donc le spectre du Laplacien, c'est l'ensemble de ces nombres. Donc ça, bon, c'est ce qu'on appelle peut-être dans d'autres contextes la mesure spectrale empirique, c'est-à-dire je me donne, peut-être j'aurais dû dessiner le spectre du Laplacien, la manière dont j'ai défini le Laplacien, il est négatif, et son spectre, il va entre 0 et, ici c'est moins 8, je crois. Oui, c'est ça. Ah oui, et en fait là c'est oui. Ça c'est les opposés des valeurs propres du Laplacien, donc je vais. Voilà. Donc mais les opposés des valeurs propres du Laplacien, oui, ça dépend. Je crois que le Laplacien que j'avais écrit tout à l'heure, il était négatif, donc en fait ici il y a toujours cette question de savoir si on change le signe. Ici, je pense qu'il faut un moins. Et en général, quand on compte les valeurs propres, on les repasse dans le positif. Donc je prends un intervalle I réel fixé. Et je compte le nombre de valeurs propres qui tombent dans cet intervalle. Alors plus n est grand, maintenant contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas renormalisé le spectre, je ne l'ai pas multiplié par n carré. Donc en fait, plus n est grand, plus les valeurs propres se resserrent. Hein, j'ai n carré valeurs propres qui doivent occuper l'intervalle 0,8. Je les ai pas, contrairement à tout à l'heure, je ne les ai pas renormalisés. Donc, et je vais compter combien compte dans un intervalle fixé. Donc on peut s'attendre à ce que ce nombre il soit à peu près proportionnel à n carré, donc c'est pour ça que je redivise par n carré. Et ça converge, c'est un argument de somme de Riemann. Ça converge vers une intégrale double ici, puisque je suis en dimension 2. Alors, comment je vais l'écrire ? Que je me trompe. Maintenant, les KI sur n, ils remplissent densément l'intervalle 0,1. Et là, je suis dans un cas simple où je peux voir vraiment ça comme une somme de Riemann en dimension 2. Et la limite, c'est une intégrale double sur x1 et x2 Et là, maintenant, j'intègre sur toutes les paires x1, x2, telles que sinus carré pi x1 plus sinus carré pi x2,
tombe dans l'intervalle I. Et ça, bon là, c'est de manière un petit peu... Donc ça, cette limite, ça va être c'est un cas particulier très simple d'une limite de type limite de Benjamin-Ishram. On peut aussi voir ça comme étant... Donc je prends le projecteur spectral sur l'intervalle I du Laplacien sur Z2. On peut voir ça comme ça. Ça sera peut-être plus clair après avoir introduit la notion plus générale de convergence au Benjamin-Ishram. Mais en fait, une fois que j'aurai la définition, on verra que donc, cette suite de graphes, maintenant pas renormalisés, et convergent vers Z2 au sens de la convergence de Benjamin-Ishram. Je mets entre guillemets, ça sera à préciser. Et ça, on verra tout de suite, dans 10 minutes, que ça implique, sur les mesures spectrales du Laplacien, ça implique ce genre de convergence. Donc on compte le spectre, mais en renormalisant par le nombre de sommets. Et ça converge, l'objet limite qui va sortir, ça va être le Laplacien sur Z2, le projecteur spectral sur I, et ensuite on prend le produit scalaire entre la masse de Dirac en 0 et donc delta 0, c'est la masse de Dirac en 0. Et ça, c'est un produit scalaire dans L2 de Z. Donc on voit que sur cette même suite de graphes, on peut voir la convergence de deux manières. Enfin, il y a deux types de limites différentes. Et à partir de maintenant... Donc, sur tous les exemples de ce premier chapitre, sauf le dernier, à chaque fois, on avait des objets de taille fixée, mais où des détails de plus en plus fins apparaissaient. Sur ce dernier exemple, il ressemble plus au type d'objet que je vais regarder dans toute la suite du cours, où on a au contraire des objets qui deviennent de plus en plus grands, qui convergent vers un objet infini. Et par contre, localement, la géométrie locale, elle reste bornée, il n'y a pas de détails fins qui apparaissent. Donc la géométrie locale reste bornée, et par contre, les objets deviennent de plus en plus grands et convergent vers un objet infini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on va faire un chapitre plus détaillé sur cette notion de convergence de Benjamin-Ishram. Ça, c'est une notion c'est un article de 2001. Et au départ, c'est une notion qui est introduite pour des graphes discrets. Quelques années plus tard, j'ai plus la date en tête, mais il y a une version. Donc là, c'est pour des graphes discrets avec la matrice d'adjacence ou avec le Laplacien. Bon, il y a une variante introduite peu après par Aldous et Lyons où on regarde toujours des graphes discrets, mais on peut mettre des poids.
Pour des suites de variétés, j'ai découvert qu'en fait, bon, il y a eu vraiment une définition assez générale qui apparaît dans la littérature, qui a été exploitée surtout dans le cadre des suites d'espaces localement symétriques. C'est une notion qui n'a pas encore été énormément exploitée pour des suites d'espaces métriques plus généraux. Pour des suites d'espaces métriques mesurés, c'est un fameux article qui a 7 auteurs, ce qui est assez rare en mathématiques. Hein. C'est le fameux article qui est surnommé l'article des 7 samouraïs. Je vais écrire une fois tous les noms. Donc Miklos Haber, Nicolas Bergeret, Beringer, Gölander, Nikolov, Rimbaud et Samet. Donc ça c'est un article de 2012 et puis la notion apparaît aussi dans un article de Louise Bowen. Donc ils ont écrit la définition générale, ils l'ont surtout exploité pour des suites d'espaces localement symétriques. Et puis pour des suites, bon, s'il y a des gens qui s'intéressent aux graphes métriques, les graphes métriques, c'est des graphes, mais qui ne sont pas discrets, où on recolle vraiment. J'en avais un peu parlé la dernière fois, c'est des graphes où on recolle vraiment des segments de dimension 1 qui ont des longueurs. Et puis on met des Laplaciens continus sur les arêtes, et puis on met des conditions de scattering au sommet, des conditions de dispersion ici. Donc je mentionne, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent dans la salle, que pour des suites de graphes métriques, la notion a été introduite par dans un article que j'ai écrit avec, avec Maxime Ingremot, Mostafa Sabri et Brian Wynne. Mais je vais d'abord donner la définition d'origine pour des suites de graphes discrets. Alors cette notion, elle est surtout intéressante pour des graphes de valence bornée. Donc je vais introduire G, je vais noter peut-être comme... Je vais peut-être le noter comme ça. C'est l'ensemble de tous les graphes de valence plus petite que D. Ça veut dire que tout point au plus D sommets. D voisins, pardon. Et le étoile, c'est pour souvenir qu'ils sont enracinés. Donc le graphe, il est muni d'une origine.
un point distingué. Et puis je devrais même dire, donc je prends l'ensemble de tous ces graphes modulo isomorphisme préservant la racine. Donc un isomorphisme de graphe, c'est une bijection qui préserve le fait d'être voisin. Et quand les graphes sont enracinés, je demande aussi que l'isomorphisme envoie la racine sur la racine. Donc on va munir d'une distance. Ainsi, j'ai deux graphes. Donc un graphe enraciné, comme j'ai dit, c'est un graphe et puis un sommet qui sert d'origine. Et je vais dire que la distance entre deux graphes enracinés est plus petite que epsilon si les boules, donc la boule de centre X, comment je vais la noter? Donc dans G, je regarde la boule de centre X et de rayon 1 sur epsilon. Et puis, je demande à ce qu'elle soit isomorphe à, dans G', la boule de centre X' de rayon 1 sur epsilon. Et toujours, je demande aux isomorphismes d'envoyer le centre sur le centre. Donc, et comme j'ai fixé la valence, je demande qu'elle soit toujours bornée. En fait, l'ensemble de ces graphes munis de cette distance est compact, c'est-à-dire de tout de suite, je peux extraire une sous-suite convergente. Mais la convergence de Benjamin-Ishram, c'est pas la convergence pour cette topologie. On va un cran plus loin, on va regarder. Donc on va regarder l'espace des mesures de probabilité. On va regarder l'ensemble des mesures de proba sur cet espace. Et on va le munir de la topologie faible, donc ce nouvel espace est lui-même compact. Et la convergence au sens de Benjamin-Ishram, c'est la notion suivante. En fait, donc maintenant, si j'ai un graphe fini, je peux lui associer un élément que je vais appeler peut-être nu indice G. Donc une mesure de probabilité sur l'ensemble des graphes enracinés qui est simplement définie comme ça. Donc en fait, c'est simplement, mon graphe est fixé, mais je choisis simplement une racine au hasard dans le graphe, de manière uniforme. Donc au départ, ce graphe-là, il n'est pas enraciné, mais je choisis une racine, un élément de G de manière uniforme dans G. Et je divise par le nombre d'éléments de G.
Donc, ce qui est un peu étonnant au départ dans cette notion de convergence, c'est qu'on part d'un graphe complètement déterministe, mais on le voit d'une manière un petit peu, qui paraît au départ un peu triviale, on le voit comme un objet probabiliste. Et ce qui est probabiliste, c'est simplement, on regarde, l'observateur se place en un point X qui est lui-même choisi au hasard. Et en fait, maintenant, si on a une suite de graphes, donc si on a une suite de graphes finis, alors en général, cette notion, elle est intéressante que si le nombre de sommets, on peut poser la définition pour un nombre de sommets bornés, mais elle est intéressante seulement dans la limite où le nombre de sommets tend vers l'infini. On va dire qu'ils convergent au sens de Benjamin-Ishram. Dites la suite Gn converge on parle aussi de convergence locale faible. On va dire que cette suite converge si la famille de mesures de probabilité a une limite faible. Donc l'objet limite, je vais le noter peut-être comme ça, P infini. On part d'une suite de graphes finis, c'est une suite donnée, qui est déterministe. Mais l'objet limite, a priori, l'objet limite, c'est une mesure de probabilité sur l'ensemble des graphes. Autrement dit, on peut aussi, si on aime le langage probabiliste, on peut aussi dire que l'objet limite, c'est un graphe enraciné aléatoire. Donc P, c'est une mesure de probabilité sur l'ensemble des graphes enracinés de valence au plus D. Et en langage probabiliste, on peut aussi dire l'objet limite, c'est un graphe enraciné donc l'objet limite, c'est un graphe enraciné aléatoire de loi P infini. Et le théorème un peu fondamental, on peut même, je pense que la notion a été introduite pour avoir ce genre de résultat, c'est que si Gn converge vers un graphe de loi P infini au sens de Benjamin-Ishram, si je regarde les valeurs propres de la matrice d'adjacence, alors il y a convergence des mesures spectrales empiriques.
Alors, pour toute fonction f continue, alors comme j'ai supposé toujours mes graphes de valence bornés, ces valeurs propres, hein, elles sont ici j'ai affaire à des opérateurs bornés et les valeurs propres de toute façon tout le spectre ici maintenant reste toujours dans un intervalle borné et c'est vraiment faut avoir en tête, c'est la même image que tout à l'heure, j'ai toujours tout reste dans un intervalle borné. Par contre, j'ai de plus en plus de valeurs propres à caser. Et le genre de théorème limite qu'on obtient, c'est que pour toute fonction test, donc le continu sur R, on peut aussi penser à des fonctions indicatrices d'intervalle hein, pour faire le lien avec ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et à chaque fois, voilà, on va diviser par le nombre de sommets. Cette quantité-là, donc je prends une fonction test, je fais la somme des f en les valeurs propres et je redivise par là, il faut peut-être le nombre de valeurs propres, c'est le nombre de sommets. Il y a une limite et cette limite, elle va s'écrire de la manière suivante. Donc pour mon graphe aléatoire, je fais et même alors mon graphe à racine aléatoire, je vais le noter peut-être comme ça. Donc, pour mon graphe aléatoire, je vais prendre la masse de Dirac en l'origine fois f de la matrice d'adjacence du graphe limite. Donc ici, voilà, G c'est le graphe limite aléatoire, A c'est la matrice d'adjacence. Et puis, ce que je note comme ça, l'origine, je la note avec la lettre O. Et donc, le graphe limite, hein, c'est un graphe discret de valence plus petite que G. Et donc là, ce que je note comme ça, c'est la masse de Dirac en l'origine. Donc là, pour l'instant, tout ça, c'est aléatoire. Et oui, ça, c'est défini par... donc la matrice d'adjacence, ça va être un opérateur auto-adjoint. Donc je peux lui appliquer le calcul fonctionnel. Donc j'ai une matrice d'adjacence qui est un opérateur auto-adjoint. Je définis f de A par calcul fonctionnel. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est aléatoire simplement parce que le graphe limité est aléatoire. Et ensuite, je prends l'espérance pour la mesure P infini. Et là, je l'ai énoncé pour la matrice d'adjacence, mais si j'avais pris le Laplacien, le Laplacien, il y a toujours il faut prendre en compte le degré, donc il faut soit diviser par le degré, soit
soit soustraire le degré. Donc là, j'ai écrit l'énoncé pour la matrice d'adjacence. Il y a un énoncé analogue pour le Laplacien. Ici, si je prends les valeurs propres du Laplacien, à la limite, il faut aussi que je mette le Laplacien sur le graphe limite. Peut-être la preuve est assez facile, mais peut-être avant, je veux revenir sur l'exemple de tout à l'heure et puis peut-être clarifier un peu cette définition parce que quand on la voit la première fois, elle est vraiment quand même un peu bizarre puisque, comme j'ai dit, on a des objets déterministes et la limite, c'est un objet aléatoire. Je vais faire le lien avec... je vais peut-être réécrire cette définition. Je vais peut-être revenir dessus pour clarifier un peu ce que ça peut bien vouloir dire. En fait, la définition, j'espère que la nouvelle manière dont je vais l'écrire va peut-être être plus claire. C'est en fait ce que ça veut dire, cette définition. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me donne un graphe enraciné, si je compte le nombre de sommets, en fait, finalement, cette mesure-là, elle sert à mesurer la statistique de la géométrie des boules. Donc, si je vais regarder le nombre de sommets tel que dans Gn, la boule de centre X, je me fixe un rayon. Et je veux regarder à quoi ressemblent les boules. Je fais varier le centre de la boule et je regarde à quoi ressemble la boule de centre X et de rayon R. Et plus précisément, je regarde combien de fois cette boule est isomorphe à la boule. Je me suis fixé un graphe donné et je regarde combien de fois, pour combien de X, la boule de rayon R autour de X est la même que la boule de rayon R dans le graphe H autour de l'origine. Donc autrement dit, j'ai mon graphe que j'imagine comme... Et je prends un point au hasard dans le graphe, selon la loi uniforme, et je regarde à quoi ressemble la boule de rayon R dans le graphe. Et je compte combien de fois elle a une géométrie donnée. Et puis je divise par le nombre de sommets. Et ce que veut dire la convergence au sens de Benjamin-Ishram, c'est qu'il y a une statistique limite. C'est que il y a une limite qui est la probabilité que dans le graphe limite, la boule de centre, l'origine de rayon R, soit isomorphe à la boule de centre Y et de rayon R dans H. Donc c'est vraiment, je prends une boule au hasard et je regarde à quoi elle ressemble et je me demande s'il y a une statistique limite. Et ça, c'est pour tout rayon donné. Donc ça, c'est une manière de rendre un peu plus explicite la convergence. Et puis peut-être j'aurais même pu tout de suite dire que, rappeler la définition de la convergence faible, c'est que pour tout phi
continue sur l'ensemble des graphes. Ça, c'est vraiment la définition de la convergence faible. Hein. Je teste sur des fonctions continues. Et là, voilà. Et là, la fonction, c'est une fonction définie sur l'ensemble des graphes enracinés. Je demande qu'elle soit continue pour la topologie que j'ai définie plus haut. Donc ça, c'est vraiment la définition de la convergence faible. Et là, c'est le cas particulier où ma fonction continue, c'est la fonction indicatrice qui mesure... c'est la fonction indicatrice qui mesure si la boule de rayon R est la même qu'une boule fixée, qu'un graphe fixé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, si j'ai un tore discret, de grande taille et que je prends un point au hasard dans ce tore et que je regarde une boule de rayon R fixée, qu'est-ce que je vois ? Si n est assez grand, ma boule, ça va être exactement la même elle va être isomorphe à la même boule dans Z2. Donc soit R donné, et X un point dans mon tore discret, pour n suffisamment grand, la boule de centre X et de rayon R, c'est exactement la même que la boule de centre 0 et de rayon R dans Z2. Donc ça, c'est un cas assez simple où en fait le graphe limite, il est non pas aléatoire mais déterministe. Il y a déjà beaucoup d'exemples intéressants qui sont comme ça. Donc, il y a beaucoup d'exemples intéressants où le graphe limite en fait n'est pas aléatoire mais déterministe. Donc là, ici, dans ce cas-là, P infini, en fait, c'est une masse de Dirac en Z2 et 0. C'est-à-dire que le graphe limite est déterministe. Ça, c'est simplement parce que j'ai un espace homogène, donc toutes les boules, de toute façon, toutes les boules sont les mêmes. Voilà. Donc quand le graphe limite est déterministe, en fait, cette espérance, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc c'était le cas dans l'exemple de tout à l'heure. L'espérance, c'était, il n'y avait pas les... Voilà. Et puis ça serait c'est le cas pour le tore discret. Et puis, si j'avais pris un carré, si au lieu de prendre donc le tore discret, c'est donc ce carré-là, mais avec des conditions limites périodiques. Si j'avais pris un carré au lieu d'un tore,
Donc si au lieu de n sur nz au carré, j'avais pris un carré, par exemple avec condition de Dirichlet ou de Neumann, ou juste ce graphe-là. Donc celui-ci, il est un peu différent parce que les points qui sont sur le bord ont un comportement un petit peu différent de ceux qui sont au milieu. Et à votre avis, quelle est la limite? Alors, si je prends un point qui est bien au milieu et que je regarde une boule de rayon R, je vois de nouveau la même boule que dans Z2. Les points qui sont différents, c'est les points qui sont trop proches du bord. Mais ces points-là, leur cardinal est négligeable par rapport à la taille du carré. Hein, donc les points du bord, donc ça doit être. Alors, je vais essayer de l'écrire à peu près correctement. Donc x, il a deux coordonnées. Si A et B sont suffisamment loin du bord, donc ça doit vouloir dire que A et B sont dans R, N-R ou quelque chose comme ça. Et bien dans ce cas-là, la boule de centre X et de rayon R dans le carré, de nouveau, c'est exactement la même que dans Z2. Hein, donc ça, c'est pour les points qui sont suffisamment à l'intérieur. Si je suis près du bord, par contre, voilà, si l'une des coordonnées est plus petite que R, maintenant, cette boule, la boule de centre X et des rayons R n'est plus la même que celle dans Z2. Mais le nombre de points concernés, il est en grand O de n. Le nombre de points qui sont à distance plus petite que R du bord, il est plus petit que quelque chose comme 4R fois n. Donc le nombre de mauvais points, il est plus petit il est petit O de n au carré. Parce que ici, R, je raisonne toujours à R fixé quand je regarde la topologie de Beniamini et Schramm. Donc en fait, la limite est la même. Le bord, en fait, c'est un cas où le bord, c'est parce que le volume du bord est négligeable devant le volume du graphe. Alors la preuve du théorème n'est pas très compliquée. C'est le théorème qui a été écrit. Comme j'ai affaire à des mesures qui sont... Comme le spectre est borné, il suffit de tester, il suffit de prendre comme fonction test des polynômes, parce que les polynômes sont denses dans les fonctions continues. Il suffit de tester des polynômes et même des monômes, lambda à la puissance k. Donc ce qu'il faut regarder, c'est 1 sur Vn, somme des lambda k. Ah, zut, ma notation va poser un problème. Je vais l'appeler R.
Donc, il suffit de tester sur des monômes l'énoncé du théorème. Et la somme des lambda k à la puissance r, c'est la trace de la matrice d'adjacence à la puissance r. Donc en fait, là, ce que je suis en train de regarder, c'est une trace renormalisée. Je prends la trace de la matrice à la puissance r et je divise par la dimension de l'espace. Et la trace d'une matrice, c'est d'une part, c'est la somme des valeurs propres, mais c'est aussi, je peux aussi l'écrire comme la somme des éléments diagonaux. Je regarde l'élément diagonal xx de la matrice d'adjacence à la puissance r, et je somme sur tous les sommets et je divise par le nombre de sommets. Ah, pardon, il faut me dire quand je fais des erreurs de notation. Ouais, ici, c'était peut-être, je l'avais appelé phi, puis ensuite ça s'était transformé en f. C'est la même fonction, on va dire phi par exemple. Donc ici, en fait, on va reconnaître que cette expression-là, justement, elle est... Je peux l'écrire comme ça, je vais prendre la fonction phi. Je vais prendre la fonction phi qui a un graphe enraciné, associe la matrice d'adjacence du graphe à la puissance r, évaluée en la racine. Ça, c'est une fonction qui est continue. Parce qu'en fait, si j'ai deux graphes... en fait, cette fonction, hein, si quand je prends les puissances de la matrice d'adjacence et que j'évalue en xx, ça compte le nombre de chemins sur le graphe de longueur r qui part de x et qui reviennent à x. Donc, cette fonction-là, elle ne dépend que de la géométrie de la boule de centre x et de rayon r. D'accord ? Ça, c'est le nombre de chemins. De longueur R sur le graphe G, partant de X et revenant à X. Donc c'est quelque chose qui ne dépend que de la géométrie. C'est une fonction en fait de la géométrie de la boule de centre X et de rayon R. Et par définition, à cause de la distance que j'ai mise sur l'espace des graphes, c'est de manière évidente une fonction continue. Et donc, en fait, le fait que cette quantité-là converge, c'est une conséquence directe. Si je regarde la définition de la topologie de la convergence faible, ça me dit directement que ça va converger vers l'espérance de phi du graphe limite, c'est-à-dire l'espérance de la matrice d'adjacence à la puissance r du graphe limite évaluée en l'origine. Alors, il va falloir s'arrêter. La prochaine fois, je vais donner des exemples. Toujours pour des graphes discrets. Donc, des exemples de graphes réguliers, déterministes ou aléatoires.
Comme j'ai dit, en fait, dans beaucoup d'exemples, la limite, à partir du moment où les objets que l'on regarde ils sont assez homogènes, la limite elle est souvent déterministe. Donc je vais quand même essayer de donner au moins un exemple où la limite est vraiment aléatoire. C'est par exemple l'exemple des graphes d'Erdős-Rémilly. Histoire d'avoir au moins un exemple où la limite, pour montrer quand même que la notion ne conduit pas toujours à des exemples où la limite est déterministe. On va parler un petit peu des graphes d'Erdős-Rémilly. Et puis ensuite, je parlerai d'espaces métriques plus généraux. Donc, autrement dit, la définition des 7 samouraïs. Voilà, et ça va être l'heure de s'arrêter. Je ne sais pas s'il y a des questions.